plus jeune, j'ai toujours gagné au sprint en fait. Quand vous avez ces personnes-là dans votre groupe, c'est très bien pour aller faire un championnat du monde élite et des Jeux Olympiques. Faut se réveiller assez tôt. J'aime gagner, ça c'est sûr, mais et surtout c'est montrer à mon adversaire que je suis plus fort en fait. Bonjour à tous, bienvenue dans Guadaglory. Alors un Guadaglory un peu particulier parce que d'habitude nous appelons des sportifs qui sont hors de la Guadeloupe. Mais parfois on a un petit peu de chance et ces sportifs arrivent en Guadeloupe pour des raisons familiales, pour travailler, pour aider aussi l'univers sportif local. Et c'est le cas aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui Grégory Boger. Bonjour Grégory Boger. Bonjour. Alors Grégory Boger qu'on ne présente plus, c'est l'un des plus grands sprinteurs français avec un énorme palmarès, 9 titres de champion du monde, 4 médailles olympiques, évidemment des titres nationaux et bien sûr des titres locaux et aussi bien sûr des titres européens, énormément de titres qu'on va vous mettre quelque part là dans l'écran pour que vous ayez une idée de ce palmarès. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes en Guadeloupe dans un cadre, on va dire, semi-loisir, semi-professionnel ou que professionnel? Non, c'est dans un cadre professionnel. Professionnel, puisque vous êtes venu aider les jeunes pistards locaux lors d'un stage, c'est bien ça? Effectivement, par rapport à mes missions, on vous a dit, j'ai été un sportif de haut niveau. J'ai entraîné l'équipe de France olympique en vue des Jeux Olympiques de Paris jusqu'à 2024. Et depuis 2025, je suis chargé de mission au sein de la fédération pour faire la détection. Donc, je suis amené à me déplacer dans chaque région de France, sans oublier l'outre-mer avec les Antilles. Et c'est pour ça ma venue, en tout cas, sur la Guadeloupe sur cette semaine. On va un peu apprendre à vous connaître, à réapprendre à vous connaître peut-être par une petite partie. Alors, pas long, hein, quelques questions, mais quand même, quand on sait la place que prend le cyclisme de route en Guadeloupe, c'est toujours intéressant de savoir comment la piste est arrivée jusqu'à l'intérêt ou au cœur de quelqu'un. Comment est-ce que vous, la piste a été votre centre d'intérêt? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai commencé assez tôt le vélo à l'âge de 10 ans. Dans un club de métropole et dans ce club à cette époque-là et même encore aujourd'hui, chaque club est en charge de pouvoir offrir à ses licenciés, adhérents l'opportunité de découvrir les disciplines du cyclisme. On a la chance dans cette fédération d'avoir plusieurs disciplines, la route, le cyclocross, le VTT, le BMX, aujourd'hui on a le gravel, enfin tout ça. Donc, mais à l'époque, j'ai touché à toutes les disciplines, sauf le BMX. Et est arrivé à un certain âge où, continuer d'évoluer. Vers mes 15-16 ans, j'ai participé pour la première fois à un championnat de France cadet. Je découvre l'univers de la piste. Je côtoie aussi les élites qui sont champions du monde, champions olympiques. Et je fais deuxième. Et ça m'a plu. Alors, à savoir que, comme j'ai dit, j'ai commencé assez tôt le vélo et plus jeune, j'ai toujours gagné au sprint. En fait, dès qu'il s'agissait de sprint, j'étais là, même sur la route. Donc même si vous aviez fait de la route, vous auriez été sur la vitesse finalement. Ah oui, alors oui, parce que c'est vrai que c'était quand j'ai grandi, 16-17 ans, l'ambition c'était de continuer sur la route, hein, puis c'est ce que l'on voit beaucoup sur route. Le changement s'est fait aussi parce que ça m'intéressait pas de faire un sprint au bout de 130, 140 km. Donc voilà, la piste, on rentrait tout de suite dans le vif du sujet. Quel a été le parcours? Comment est-ce que vous êtes arrivé en INSEP et puis dans le haut niveau? Non, comment ça s'est passé? C'était du repérage. Hein. Surtout dès que j'ai fait mon premier championnat de France chez les cadets, j'ai été repéré. Et donc tout de suite, on avait un œil sur moi. Et l'année d'après, on a proposé à mon père de faire rentrer au centre national qui était dans le bois de Vincennes, à l'INSEP, l'Institut national du sport. Du sport. Et même si c'est vrai que je voulais être professionnel sur route, notamment pour faire du sprint, mais après réflexion,
Je sais que le dopage m'a fait peur. Voilà, le dopage qu'on entendait beaucoup sur route m'a fait peur. Moi, je n'ai pas voulu être confronté à des choix difficiles. à ce genre de choses. Et je me suis dit, professionnel, c'est bien, mais porter le maillot de l'équipe de France, en tout cas pour moi, même encore aujourd'hui, ça a plus de valeur que de porter le maillot d'une équipe ou d'une marque en fait. même. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Et puis, comme j'ai dit, plus jeune, j'ai toujours gagné au sprint. Donc je me suis dit, peut-être avec plus de travail, de confrontation, je vais pouvoir progresser. Puis voilà, c'est parti comme ça. Comment est-ce que vous avez vécu cette avancée dans le haut niveau, c'est-à-dire de titre en titre c'est vraiment pour comprendre comment se forge le mental. Voilà, est-ce que, tiens, je suis champion de France, je vais aller chercher les Europes. Et puis, comment vous avez avancé au fur et à mesure? Alors, par rapport au mental, quand je suis arrivé à l'INSEP, mon père, c'est lui qui m'a emmené. Il m'a dit, bon voilà, là où tu rentres, tu as les moyens de devenir le meilleur de ton sport. Plus vite ou moins vite, mais en tout cas, tu as les moyens. Donc, tu écoutes ce qu'on te demande de faire et puis tu travailles, sans oublier l'école, parce que encore maintenant, en France, il y a encore ce double projet, c'est-à-dire que forcément on vient pour le sport, on s'entraîne, mais il faut construire aussi l'avenir avec un diplôme. Ça n'a pas été difficile parce que j'arrive dans un groupe, il y a des champions du monde, il y a des champions olympiques, et il n'y a pas beaucoup de place pour tout le monde en fait. Faut vite faire sa place. Il faut vite faire sa place. Alors j'arrive, je suis encore junior deuxième année, c'est-à-dire que je ne suis pas confronté aux élites sur les compétitions internationales, mais je m'entraîne avec eux. Donc le but, c'est de faire les meilleurs temps qu'un Florian Rousseau à l'époque ou un Arnaud Tournant. Arnaud Tournant à l'époque, c'était un peu la tête de proue de la discipline, quoi. Florian Rousseau. Voilà. Florian Rousseau était un ton au-dessus. Donc quand vous avez ces personnes-là dans votre groupe, c'est très bien pour aller faire un championnat du monde élite et des Jeux Olympiques, faut se réveiller assez tôt. Donc ça m'a aidé tout de suite à, de toute façon, je sais ce que je veux, donc il faut que je me fasse mal à l'entraînement. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile au début parce que à 17 ans, même à 16 ans, je m'entraînais 2 fois ou 3 fois dans la semaine en fait, mais il n'y avait pas cette notion de souffrance. Alors que là, j'arrive dans le groupe, c'est de la vitesse. On est dans un groupe, mais en fait, on est adversaires parce que c'est pas un sport collectif. Et il faut se faire mal. Apprendre à se faire mal. Parce que c'est facile de faire un effort, on se fait mal. Mais quand on te demande de faire 6 fois un effort, plus ou moins long ou court, t'es fatigué, t'as mal aux jambes, t'as pas totalement récupéré, mais il faut repartir. C'est vraiment dur, hein. Et le sport de haut niveau, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est beaucoup plus de souffrance que de plaisir. Alors justement, vous faites une liaison naturelle avec mon autre question, parce qu'en fait, mine de rien, vous avez une belle longévité dans ce sport. Vous avez traversé plusieurs générations, plusieurs Olympiades. Dans un premier temps, comment est-ce que vous avez réussi à rester performant? Et puis surtout, on entend sur Teddy Riner dire beaucoup, moi, le judo, voilà, ça m'a impacté, j'ai des kinés, des physios, quel impact justement cet effort si violent a eu sur votre corps avec les années? Avec les années, c'est qu'au bout d'un moment donné, il n'y a plus rien dans le moteur. C'est-à-dire qu'on a l'impression de donner, mais on sent qu'il n'y a plus le truc. Mais oui, c'est vrai que j'ai fait quasiment 19 ans de carrière. J'ai explosé assez vite, hein, comme je disais, je crois à 19-20 ans, je suis déjà champion du monde chez les élites. La longévité, elle s'est faite aussi après des grosses compétitions, des grosses échéances, puis débrancher le cerveau, c'est-à-dire une coupure, des coupures, dire qu'on pense pas au sport. Alors c'est pas facile parce que je suis un fan de sport en général, mais par rapport à mon activité, c'est off, c'est manger comme quelqu'un de normal, parce que quand on est sportif de haut niveau, on a des choses à respecter, on peut pas se faire plaisir comme quelqu'un de lambda, mais dans ces coupures-là, c'était ça, c'est vraiment... là, je suis Grégory Boger, on va dire un être humain normal, tout simplement, et donc c'est se coucher pas à des heures qui sont normales pour un sportif de haut niveau, mais la coupure, elle est faite pour ça, en fait, pour régénérer, récupérer mentalement et physiquement, en fait. Ça veut dire que vous êtes resté aussi longtemps focus sur vos objectifs?
Oui, parce Parce que que... ça demande quand même de dire ok là je déraille pas parce que même si je Ah me oui, calme, oui, je me pose, oui, faut que mais je... pourquoi? Parce que alors, c'est un trait de mon caractère. J'en veux toujours en fait. Je suis quelqu'un. Je vais jouer au Monopoly, je vais vouloir gagner. Et ça, je voulais dominer, je veux vouloir. Mais depuis tout petit en fait Vous finalement. ne Et là, supportez pas de perdre. non, et en fait, c'est pas accepter de. Non, alors oui, c'est difficile la, la, la défaite. Mais non, c'est pas le. Moi, je suis pas un mauvais joueur. J'aime gagner, ça c'est sûr. Mais pour que et surtout, c'est montrer à mon adversaire que je suis plus fort en fait. Ça veut dire que je suis aussi enfin un athlète. J'étais assez fier de moi. Et je vais me préparer pour montrer pour le prochain championnat, Jeux Olympiques, que je suis le meilleur en fait. Donc c'est ce qui m'aidait aussi dans la préparation à me faire mal. On a parlé, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais du duel avec les Britanniques. Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là? Parce que vraiment, c'était le match qu'on attendait sur piste. Effectivement. Comment est-ce que vous avez vécu cette période de compétition? Ce sont des bons moments. Même les défaites, hein, je parle surtout aux Jeux Olympiques, ce sont des bons moments parce que voilà, il y a une rivalité, il y a une concurrence, mais depuis même avant moi en fait, donc il y a une continuité même si les athlètes changent. Et, euh, et ouais, c'est bien. Moi j'ai aimé cours en Angleterre parce que le public, pour le sport, ça a mordu encore plus pour le cyclisme sur piste. Donc voilà, comme je dis, moi j'adorais la compétition, j'adorais quand il y avait du monde, des choses comme ça. Donc quand on analyse, oui, en tout cas sur des Jeux Olympiques, on s'est plutôt fait battre, voilà, que ce soit collectivement et individuellement. Et sur des championnats du monde, c'est plutôt l'inverse, où voilà, on a plutôt plus de C'est assez victoires. rageant comme mécanique parce que c'est vraiment la mécanique qu'on veut pas. C'est-à-dire, ok, tu me prends sur les mondes, mais je t'attends aux Olympiques parce que les Olympiques, c'est ce qu'on attend. Bah, c'est ce qu'il y a rien au-dessus en fait. Un footballeur, la Coupe du Monde, c'est équivaut aux Jeux Olympiques. Donc oui, c'est rageant, comme j'ai dit, pour moi, je suis un vainqueur dans l'âme, enfin un gagnant. J'aime pas perdre. Et oui, c'est des moments qui sont un peu difficiles parce que voilà, moi pendant quasiment 4-5 ans, j'ai dominé ma discipline. Et l'année des Jeux, je suis encore champion du monde. Et quelques mois après, je fais deuxième individuellement et par équipe. Mais ce qu'on n'a pas compris en France à ce moment-là, c'est que les Jeux Olympiques, forcément, c'est là et on doit mettre tous les moyens en œuvre en fait. Donc voilà, quand je dis en termes de moyens, alors moi je suis persuadé que j'étais très bien entraîné, très bien suivi sur tout ce qui est soins, mais il manquait des choses je pense qu'on aurait pu aller plus loin sur la recherche scientifique au niveau du matériel, des techniques peut-être de récupération. Parce que autres, ça des se choses joue au comme ça. centième. Hein. Ah oui, oui, non, mais là, on parle de gains marginal, ils sont là en fait. Donc, je pense qu'en tout cas, à cette époque-là, c'est comme ça que, voilà, ça m'a aidé aussi à avancer dans le sens où je me dis, voilà, je pense avoir tout fait, moi en tant qu'athlète, mais voilà, les Jeux Olympiques, c'est pas l'athlète seul avec son entraîneur, c'est tout un pays ou en tout cas tout un monde qui peut vous aider. Donc voilà, après coup, comme je l'ai dit, je le dis surtout plus depuis que j'ai arrêté ma carrière, je suis même fier de ce que j'ai pu faire. À chaque fois que j'ai fait les Jeux Olympiques, j'ai remporté minimum une médaille et c'est pas donné à tous les sportifs. Je vais vraiment vous poser la question parce que c'est aussi le défi des sportifs de haut niveau, c'est de gérer les attentes et la presse. Comment est-ce que vous, mentalement, vous avez géré l'image du sprinter attendu, de l'espoir à chaque fois, les expectatives ou en tout cas les pronostics sur vos compétences, vos performances. Comment est-ce que vous avez géré ça en tant que sportif de haut niveau? Dans un premier temps, mal. On se souvient de mon premier ou deuxième championnat du monde. Cette année-là, les championnats du monde ont lieu en France, à Bordeaux, 2005 ou 2006, je ne sais plus, 2006 il me semble. Je gagne le classement général de la Coupe du Monde du sprint, qui est la discipline reine de la piste. Je suis porté dans les médias comme le futur champion du monde, prédécesseur le successeur de Florent Rousseau et d'autres
illustre champion du monde, enfin du champion français. Et bon, inconsciemment, peut-être voilà, ça reste dans ma tête. Et puis aussi comme j'ai gagné le classement de la Coupe du Monde, donc on va dire serein, mais plutôt serein en fait. Et finalement, ouais, non, finalement c'était pas ça, quoi. J'arrive sur la compétition. Alors, je suis champion du monde la veille en vitesse par équipe, mon premier titre. Et le lendemain, l'épreuve individuelle, l'épreuve reine, éliminé au premier tour. Ouais, pas prêt, hein, pas prêt à ça, pas prêt à la défaite, pas prêt à gérer le regard, pas prêt des gens, de la famille forcément qui est venue sur place, pas prêt à gérer ce qui peut être dit dans la presse. Donc c'était très dur, très dur. Et à la suite de ça, j'ai... Et la famille, est-ce que la famille a formé un cocon quand même autour de vous pour vous aider, pour vous dire allez, relativise? Oui, ça, la famille a toujours joué son rôle hein, dans les moments un peu difficiles. Après, j'étais aussi beaucoup plus confronté forcément à mon monde actuel, puisque quelques temps après, voilà, il y a une coupure, on reprend, enfin voilà quoi. Mais mon entraîneur de l'époque m'a conseillé de faire appel à un psychologue. Donc j'ai eu la chance, étant à l'INSEP, de solliciter une psychologue. Et puis voilà, ça m'a aidé sur ces aspects-là aussi. On va parler désormais de l'actuel, parce qu'évidemment on a parlé du sprinter de haut niveau, de l'athlète, mais vous êtes désormais entraîneur. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide check-up de votre place désormais? Vous êtes à la FFC. C'est ça. Et vous êtes auprès des sprinters, enfin sprinters et en tout cas pistards de haut niveau. Alors effectivement, de 2022 à 2024, j'étais l'entraîneur de l'équipe de France, du pôle olympique aussi, l'entraîneur et manager de l'équipe de France olympique. Ça m'a plu, hein, on a eu des beaux titres rapidement, notamment sur nos championnats du monde en 2022. Ça s'est fait naturellement cette transition? Oui, ça c'est naturellement. Alors bon, j'avais arrêté un an et demi avant. Moi j'ai passé mes diplômes d'entraîneur pendant ma carrière aussi, donc entraîner ça m'a toujours plu en fait, transmettre aussi mon savoir, mon expérience, des choses comme ça. Donc là j'ai pu le faire. Voilà, je pense qu'avec les chances des Jeux Olympiques, on sait que ça allait avoir aussi un impact fort sur les athlètes. Bon, malheureusement, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de médaille sur ces Jeux Olympiques, mais bon, voilà, le sport de haut niveau, c'est particulier, et s'il n'y a pas les bons ingrédients en amont, ça peut pas donner une bonne sauce, comme on dit. Aujourd'hui, je suis chargé de mission au sein de la fédération pour faire de la détection. Donc le président, LDTN, voilà, ont écouté voilà, mes souhaits et donc ils ont validé. Et le but, voilà, c'est en tout cas d'avoir une meilleure formation de base au niveau des jeunes et même aussi au niveau des éducateurs. Tout le monde ne peut pas passer de formation diplômante. Donc voilà, ce que je fais depuis 1 an et demi, ça me plaît. Aller sur le terrain, me déplacer dans chaque région de France, sans oublier l'outre-mer. Ouais, je pense que c'est important en fait, c'est la transmission. Voilà, comme j'ai dit, j'étais un athlète de haut niveau, j'ai entraîné au très haut niveau, et je pense que demain, en tout cas, si la France doit retrouver un certain standing très très haut, ça doit aussi passer par là. Donc, alors moi, je ne me mets pas de deadline, hein, je fais ça pour l'instant. Peut-être que demain, ça serait une autre personne, mais je pense que vraiment, et je le vois depuis 1 an, les personnes que je rencontre, les jeunes aussi, voilà, c'est important. Je représente aussi quelque chose, donc un peu moins pour les jeunes, puisque quand je leur parle, ils savent pas forcément qui je suis. Mais bon, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, voilà, donc ils peuvent aller faire des recherches. Et YouTube qui est là pour se rappeler les choses. Mais c'est important d'être dans la transmission et puis de pouvoir former des jeunes, des futurs. On a vu les morphologies de certains sports changer au fil des ans. Est-ce qu'on cherche toujours la même chose d'un pistard à votre époque et maintenant? Non, il n'y a pas de changement. La discipline, c'est une discipline
à la base de force, mais on ajoute la puissance, la vélocité, c'est des choses chez les jeunes on recherche, hein, dans un premier temps la force et la vélocité. Voilà, la résistance vient après. Après, non, il n'y a pas eu de changement, on peut voir que... C'est toujours la puissance. C'est toujours la puissance, donc oui. forcément, les gabarits, bon, ça fait pas 10 ans que j'ai arrêté, mais on est assez complet, le haut du corps, des cuisses assez développées, le haut du corps aussi. Ce qui a changé dans la discipline, c'est que les braquets sont beaucoup plus importants. Les braquets sont beaucoup plus importants, les sprints sont lancés de beaucoup plus loin. Okay. Il y a moins cette notion de surprise, voilà, même si généralement, alors un sprint se déroule sur 3 tours de piste, le premier tour c'est surtout de l'observation, mais les sprints sont lancés de beaucoup plus loin, même chez les femmes. Les femmes maintenant utilisent quasiment les mêmes braquets que chez les hommes, donc ouais, il n'y a pas tant d'évolution, mais le niveau augmente. Le niveau augmente d'année en année, ça c'est faux. Ben, moi je l'explique parce qu'on en connaît mieux sur la façon d'entraîner, on en connaît mieux sur les façons de récupération, le matériel aussi a évolué. Est-ce qu'il y a des nouvelles nations aussi qui rentrent? Oui et non, je dirais que les nations qui étaient un peu plus en arrière il y a quelques années, ben voilà, le fait qu'il y ait les réseaux sociaux, l'accessibilité à Internet, tout ça. Ben voilà, t'as plus besoin, c'est pas que tu n'as plus besoin, mais il y a des choses que tu peux retrouver voilà, sur les réseaux sociaux. Alors après, à trier, il faut du vrai, mais voilà, toutes les informations aujourd'hui, si tu es curieux, tu peux apporter tout ça à un athlète. Alors, on arrive à un moment de l'émission, on va dire un peu plus léger, puisqu'on a parlé sport, on a parlé haut niveau, pas mal. Et là, il y a des questions un peu à l'aveugle, on va dire. C'est des questions auxquelles j'ai pensé, j'ai tout mis dans un pot et j'ai tiré au sort 4 questions que j'ai écrites ici et que je vous tends. Ce sera à vous de choisir. Alors, il n'y a pas de règle réellement. C'est au choix. Alors en fait, sur les questions, vous choisissez un peu le numéro qui vous inspire, 1, 2, 3, 4. Et c'est vous qui me dites laquelle vous prenez, dans quel numéro. Sachant que, il y a une question qui est un peu plus vraiment light que les autres. À vous de deviner. Ouais. Je vous redonne le reste ou... Comme vous voulez, soit on prend une ou deux, c'est vous. C'est vrai, il y a une règle ou pas. Allez, c'est une question. Vous avez choisi laquelle? C'est la question 2. C'est la 2. Ok, ben... Ouais. Tu ouvres. Vous pouvez la lire. Quelle défaite a-t-elle fait le plus progresser? Mince, c'est pas celle que je voulais, c'est ça que vous dites. Non. Alors, quelle défaite vous a-t-elle le plus fait progresser? Celle où j'échoue en individuel au championnat du monde. Quand je dis j'échoue, je perds au premier tour en fait. Parce que sans ça, c'est pour ça que je dis dans le sport, il faut aussi, pour progresser, il faut accepter de perdre à des moments. Même si ça a été très dur, mais j'ai su en tirer quelque chose de positif. C'est pour derrière ça, j'ai fait appel à une psychologue du sport et elle m'a suivi toute ma carrière, même après ma carrière. Donc tout de suite, j'ai vu les bienfaits que ça a pu me faire dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle. Donc je regrette. Enfin, si on m'a déjà posé la question, si on devrait revenir en arrière, qu'est-ce que je ferais de différent? Je pense que j'aurais rien fait de différent. J'aurais fait ça en fait. On peut pas. Il n'y a pas un athlète qui arrive qui fait que de gagner. Voilà, il y a des étapes à passer. Il faut accepter l'échec. Même si c'est compliqué. Il faut l'accepter et essayer de le comprendre. Oui. C'est surtout ça, c'est le comprendre, parce qu'il y a des athlètes qui échouent, ils font les mêmes erreurs, et par contre on avance dans le temps. Donc comme j'ai dit, je suis un battant, un gagnant, je suis quelqu'un de déterminé, donc comprendre pourquoi j'ai perdu, même quand on gagne, hein, alors c'est quand même moins l'exercice et on va dire plus simple après une défaite, même s'il y a la déception, mais c'est une très bonne question.
Et pour moi, c'est l'échec qui m'a permis justement de devenir meilleur. Merci en tout cas à Grégory Boger de nous avoir accordé cet entretien. C'est vraiment... On est hyper content de vous avoir sur Guadaglory. C'est vrai que d'habitude, on a les sportifs à l'extérieur, donc on est souvent en visio. Là, on sera ici en vrai et ça, c'est vraiment top. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochains jours? Moi, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je suis encore en Guadeloupe pour le stage interrégion. Alors, vous m'avez pas posé la question, mais voilà, avec quelques clubs de Guadeloupe. Je crois qu'il y a la Martinique et il y a des coureurs aussi de Saint-Martin qui ont fait le déplacement. Donc ça c'est bien, comme je dis, c'est mon rôle dans la transmission. Je suis sur le stage aussi avec Gilles Suarez, peut-être que vous connaissez, qui est le Un ancien manager, coureur aussi. et un ancien coureur aussi, qui court toujours, mais comme il a chuté dernier tour de la Guadeloupe, pour l'instant il n'a pas vraiment repris, mais bon, en tout cas je suis content d'être dans l'échange avec lui, puisqu'il est venu se former en métropole. Aujourd'hui c'est depuis septembre, je vois c'est ça, depuis septembre, c'est lui le manager technique territorial, donc voilà, l'avenir du cyclisme en Guadeloupe doit aussi passer par lui. Il me pose beaucoup de questions aussi, donc moi j'ai confiance en lui, donc bon, en tout cas aujourd'hui, mon déplacement en Guadeloupe, je suis là, c'est aussi pour l'aider, l'assister, voilà. Et on va continuer comme ça. Moi, mon retour, prochain déplacement, comme je fais en Guadeloupe, ça va être du côté de Lyon, le Vélodrome de Lyon. Quelques jours après, ça va être la Normandie. Donc voilà, comme j'ai dit, de par mes missions, je suis amené à me déplacer un peu partout pour répondre la bonne parole. La bonne parole, mais en tout cas, dans mon but de faire de la détection, de former aussi. Donc voilà mon actualité. Mon actualité. Merci en tout cas à Grégory Boger pour ce moment vraiment hyper intéressant. Guadaglory, c'est le podcast avec tous les Guadeloupéens en encadrement sportif, athlètes, mais qui font rayonner la Guadeloupe hors de la Guadeloupe, et quand ils sont en Guadeloupe, c'est encore mieux. On se retrouve pour le mois de mai et je crois qu'on va parler basket cette fois-ci et on va revenir sur notre format visio. C'est dommage, mais c'est comme ça. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt.